bonsoir. Je voudrais juste faire un petit retour en arrière sur cette technique du pliage qu'on voit dans beaucoup de dossiers quand même. Juste pour mémoire, cette technique du pliage a été interdite suite à 2 décès. Avant, il y avait la technique du coussin qui avait amené en Belgique au décès d'une personne qui avait été reconduite à la frontière. Et nous avions eu presque le même cas concernant un Tamoul qui était décédé en 1991 lors de sa reconduite à la frontière. La technique du pliage a remplacé la technique du coussin ou de la couverture jusqu'en 2003, puisque fin de l'année 2002 et 2 décès ont eu lieu dans un avion, Monsieur Barrientos de nationalité argentine et Monsieur Agos de nationalité éthiopienne. La CNDS avait été saisie de ces 2 cas et le ministre de l'Intérieur de l'époque, Monsieur Sarkozy, avait indiqué qu'il demandait à ce que la technique du pliage soit interdite. C'était donc en 2003-2004. D'où cette instruction, ce qu'on appelle les GTPI, les gestes techniques policiers d'interpellation, avec cette nouvelle technique d'étranglement, mais on s'aperçoit que la technique du pliage est encore très largement utilisée par les services de police, notamment parce qu'elle permet effectivement de faire que la personne n'ait plus d'air et donc ne puisse plus réagir. Et ce qui permet aux policiers d'être tranquilles lorsqu'ils ont à raccompagner quelqu'un à l'étranger ou à les amener au commissariat dans les voitures de police. C'est d'ailleurs une technique qui a été utilisée dans une affaire que beaucoup de gens connaissent ici, qui est l'affaire Aliziri, tristement connue. C'est-à-dire, il y a encore 6 ans, 7 ans maintenant, puisque Aliziri est mort il y a 7 ans, était encore utilisée par les services de police. Alors moi, j'ai à intervenir sur pourquoi c'est si difficile de déposer plainte. Petit rappel, quand même, la Cour européenne des droits de l'homme dit que lorsque l'on est blessé, lorsque l'on décède, alors qu'on est sous main de justice ou sous main policière, l'État, et notamment l'État français, puisque c'est en France qu'on est, mais doit tout faire pour qu'il y ait une enquête réelle, sérieuse, à bref délai, et c'est à l'État de se justifier auprès des instances européennes de ce que les choses ont été bien faites. Ça a amené la condamnation de la France dans une affaire Tomasi il y a des années, et puis récemment, entre guillemets récemment, dans une affaire Thaïs contre France au mois de juin 2006, Monsieur Thaïs étant décédé durant la garde à vue. On s'aperçoit en réalité que les injonctions de la Cour européenne des droits de l'homme ne sont pas du tout suivies en France. Les enquêtes n'ont généralement pas lieu, ou peu lieu, que les instructions n'ont pas lieu ou sont très lentes. Donc on n'a pas la brièveté réclamée par la Cour européenne des droits de l'homme, et on n'a pas l'effectivité aussi réclamée par la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, pourquoi on est confronté à ça en France, à cette espèce de constat, il faut bien le dire, d'une impunité des services de police face aux blessures et aux traitements et aux décès d'un certain nombre de personnes alors qu'ils sont soit interpellés, soit placés en garde à vue, soit dans des lieux... Pourquoi on n'y arrive pas? Pourquoi on n'arrive pas à faire sortir ça? Pourquoi les condamnations, finalement, sont assez peu importantes quand il y en a? D'abord, il y a l'effet de corps de la police. On s'aperçoit, à l'étude des dossiers, que
entre flics, on ne se balance pas. Surtout pas. Et dès qu'il y en a un qui aura, un policier qui aura tendance à donner un certain nombre d'informations, il est mort, lui. Alors il est mort socialement, il est mort professionnellement. C'en est fini de lui. Donc il y a cet esprit de corps qui fait que dès qu'il y a un accident, on va appeler ça comme ça, immédiatement, quasi sur place, les policiers, on le voit hein, dans un certain nombre d'interrogatoires ou de procès-verbaux, ou de par les témoignages, que tout de suite, sur place, les policiers essayent de trouver une explication. C'est il y a le cas classique. Il nous outrageait, il était en rébellion, il était en train de nous taper dessus, donc on a utilisé la force strictement nécessaire hein, pour l'immobiliser, machin, etc. Puis quand ils n'ont pas ça, on va essayer de trouver, il s'est cogné contre mon coude. Bon, on le voit. Bon, donc il y a un esprit de corps qui fonctionne immédiatement sur place. Là, j'ai le cas d'un jeune dont la presse n'a pas parlé par volonté de la famille, mais je pense qu'on va faire sortir ça. C'est un jeune qui a perdu un œil puisqu'il a été, au moment de l'interpellation, un policier lui a enfoncé le tonfa. Alors le tonfa, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une matraque japonaise avec en forme de T qui est tenue... bah oui, il y en a là, et qui lui a mis le tonfa dans l'œil, et ce jeune homme a perdu l'œil. On voit à la lecture du dossier qu'immédiatement les policiers ont dit c'est parce qu'il y avait un tesson, une bouteille, par terre. L'enquête n'a pas permis de récupérer ce tesson de bouteille, et que finalement, petit à petit, la lumière se fait que c'est effectivement un policier qui a donné un coup violent dans l'œil de ce jeune homme, et là, qui, entre eux, personne ne le dit, y compris des gens qui sont sortis de la police. Parmi les témoins, il y avait deux agents de sécurité qui devaient rentrer dans la police, qui ne sont pas rentrés suite à cette affaire dans la police, et ils n'osent absolument rien dire. Ils donnent des indices, mais ça ne suffit pas. Il y a aussi cet effet de corps. Ça se manifeste aussi lorsqu'il y a un policier qui ne veut pas être pris dans l'effet de corps, il va se taire. C'est la loi du silence dans ces cas-là. Il ne soutient pas, il ne vient pas signer les procès-verbaux, il est bon, mais il dit, moi, je ne vous soutiens pas. Donc c'est la loi du silence. Il y a un autre effet de corps auquel on pense assez peu, mais qui à mon avis, est assez important, c'est l'effet de corps police municipale, police nationale. On a de plus en plus de policiers municipaux, et on s'aperçoit dans un certain nombre de dossiers, alors qu'il y a des vidéosurveillances qui sont tenues par la police municipale, etc., lorsqu'on veut avoir les vidéos, comme par hasard, les vidéos ne marchaient pas. Ou bah tiens, on n'a pas sauvegardé. Ou ça filmait dans un autre coin. Bon, voilà. Et par voie de conséquence, on a des procès-verbaux de policiers municipaux qui disent inexploitable, terminé. C'est même pas donné dans la procédure. On n'y a même pas accès. Donc il y a cet effet de corps-là qui existe et qui, à mon avis, va être de plus en plus important. Il y a un autre effet de corps qui existe, c'est les bœufs carottes. Ce qu'on appelle les bœufs carottes, IGPN et IGS. Alors c'est plus un sentiment que de ma part. C'est que lorsque le dossier est moyen, ils n'iront pas gratter. Quand le dossier est vraiment trop à charge pour le policier, là,
l'IGS et l'IGPN va gratter. Sinon, ils iront pas gratter. Et puis moi, ça me choque toujours qu'un corps enquête sur son propre corps, quoi. Bon. Et le petit truc là ils nous ont fait 2 trucs là. Il y a récemment là, ils vont faire peut-être des statistiques sur les violences policières lorsque ces violences auraient entraîné une ITT de plus de 20 jours. On n'en voit pas des ITT de plus de 20 jours. Les premiers certificats médicaux des UMJ, unités médico-judiciaires, qui sont habilités à fixer le taux d'incapacité temporaire de travail, fixe toujours une semaine au grand maximum, et on atteint 20 jours que dans le cadre d'une procédure judiciaire, et donc, à mon avis, ça ne rentrerait pas dans ces statistiques-là. Bon. Donc, à mon avis, il y a un autre truc qui nous avait sorti aussi, là, c'était il y a 1 ou 2 ans, c'est la possibilité de déposer plainte par Internet. Vachement bien, les pré-plaintes par Internet à l'IGS, ça marche vachement. J'ai pas de retour là-dessus, mais là aussi c'est un drôle de truc. Donc il y a cet esprit de corps qui est un élément assez. Pour moi, c'est le premier. D'ailleurs, on s'aperçoit que plus vite l'IGPN ou l'IGS intervient rapidement sur les lieux, parce que ils écoutent les appels radio, etc. Plus l'intervention de l'IGS va intervenir vite. Je crois que c'était dans le cas de cette personne qui a sauté du pont à... Je me souviens plus. Comment ? À Joinville. Voilà, à Joinville-le-Pont. Là, l'IGS est intervenu très vite. Et que là, ils ont réussi à faire sortir beaucoup d'éléments parce que justement, la concertation entre les policiers sur place n'avait pas pu se faire. Et puis, toujours autour de ça, de cette espèce d'esprit de corps, il y a aussi ces techniques pour retarder au plus la saisine de l'IGS et de l'IGPN. Puisque, comme je vous disais, les enquêtes sont mieux faites quand l'IGS et l'IGPN interviennent vite. Si on fait tout pour retarder, notamment comment ? Avec des gardes à vue, des prolongations de garde à vue. Donc là, on est déjà à 48 heures. Sous prétexte de rébellion, d'outrage, de violence à agent, ou comme par hasard, les violences à agent, ils doivent aller à l'unité médico-judiciaire pour faire constater leur arrêt de travail, leur ITT, comme on dit. Ils vont pas y aller durant les premières 24 heures, mais ils feront tout pour y aller que dans le cadre de la prolongation de garde à vue. Comme derrière, il y a un déferment, généralement, de la personne qui s'est rebellée et qui a violenté les policiers, avec un placement au dépôt du tribunal et ensuite un passage devant le tribunal correctionnel, il y a déjà 3 jours qui sont passés. Et là, tout est gagné pour les policiers. Quoi, tout. Beaucoup de choses sont gagnées à partir de ce moment-là. Autre élément à prendre en considération sur la difficulté, vous me dites quand c'est la question des témoins. Alors, tout à l'heure, on vous a dit, il y a les lieux où il n'y a pas de contrôle, c'est-à-dire dans les transports, il n'y a pas d'œil extérieur. Parfois, dans les lieux de garde à vue, il n'y a pas toujours d'avocat, parce que la technique de faire renoncer à la présence d'un avocat existe aussi, y compris dans les dossiers de rébellion, d'outrage, etc., en disant aux gens, ça durera moins longtemps ta garde à vue si tu prends pas d'avocat. Mais il y a un certain nombre de moments où il y a des témoins. Sauf que les témoins ont peur. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est des policiers, il faut témoigner contre les policiers. Nombre de dossiers où on a au téléphone des gens qui disent « Oui, mais je suis prêt à témoigner, mais sous l'anonymat. » Bon,
c'est pas encore possible. Ça existe, les témoins anonymes, mais pas dans ce cadre-là. Donc, les gens ne témoignent pas. Alors, je vous imagine pas un témoignage écrit, hein, avec la photocopie de la pièce d'identité, etc. Bon. Peur des pressions de par les policiers. On sait que dans le dossier d'Aliziri, les commerçants portugais qui étaient présents sur le lieu de l'interpellation d'Aliziri, c'était tous des commerçants. Et il est très clair que ils avaient un petit peu peur dans leur déclaration. Ce qui en font des témoins à charge contre Aliziri, dans le dossier Aliziri. Il y a les gamins qu'on la trouille, parce qu'ils ont un casier, tout simplement, et qui ne veulent pas avoir affaire à la police, et ils ne veulent pas avoir les flics à dos. Hein, il y a des fois, hein, moi je fais citer des témoins dans des procédures, les gars ils arrivent, oh mais j'ai rien fait. Ah, oui, non. Non mais vous n'êtes pas là comme prévenu, comme témoin. Oui mais moi j'ai rien fait. Voilà. Bon, il y a aussi cette peur-là, elle existe. Je crois qu'il faut pas le négliger. Il y a aussi que quand même les violences policières, je sais pas ce que je suis tombé. Oui. Il y a aussi la jeunesse des témoins. C'est important. On s'aperçoit que la plupart des victimes de violences policières sont des jeunes. Alors je vous ai parlé de l'affaire Aliziri, c'est le contre-exemple. Il avait 69 ans. Mais c'est vrai que la plupart des gens qui sont victimes de violences policières, c'est comme par hasard, des jeunes. Comment tu disais là, les termes polis? Bon. Voilà. Et que les potes avec qui ils sont pareils. Et que quand on est jeune, on n'a pas forcément envie d'aller témoigner, et puis on n'a pas fait attention à tout, et puis on déménage, on suit ses parents, ou on va bosser, et puis là on n'est plus tout à fait pote avec l'autre pote qui s'est fait défoncer la gueule, etc. Et que là aussi, c'est une réalité de terrain. On a des difficultés de par ça à avoir des témoignages qui font que ça tient un tout petit peu la route. Il y a un cas qui avait été suivi par Amnesty International. On n'a pas réussi à avoir les gamins pour témoigner. C'était un gamin qui s'était pris un coup de crosse. Et ce dossier est mort et enterré aujourd'hui parce que on n'a pas les gamins. Ils ont disparu, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont, et voilà. Pourquoi aussi c'est difficile de porter plainte? C'est que les victimes sont en état de faiblesse. Alors, de par le traumatisme des violences, mais aussi de par une situation sociale ou au regard des papiers. Un sans-papier, il ne va pas porter plainte. Ça arrive. Mais un sans-papier, il a du mal à porter plainte. Il faut vraiment qu'il soit soutenu. Hein, bon. Et ça, l'état de faiblesse de la victime, il faut la prendre en considération sur l'hésitation à les dénoncer des faits de violence policière. Et puis, c'est vrai qu'il y a toujours la peur, quand même, de se retrouver avec, derrière, une plainte pour outrage, jusqu'à des dénonciations calomnieuses. Dans son rapport, je crois, de 2004 ou 2005, le dernier rapport de la CNDS, dénonçait la pratique régulière des plaintes des policiers pour dénonciation calomnieuse contre les personnes qui dénonçaient les violences policières. Et ça, on le voit encore régulièrement. Hein. Et c'était dans l'introduction je crois que c'était le dernier rapport. Moi, je me souviens d'une femme, je crois que c'était à Châteaurouge, qui achetait du maïs, qui était accusée d'avoir voulu acheter du maïs à une vendeuse à la sauvette. Les services de police ont menacé de déposer plainte pour dénonciation calomnieuse pratiquement durant toute la procédure.
devant la CNDS. Et puis il y a quelque chose quand même qui empêche de déposer plainte, c'est on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Il y a cette espèce de sentiment que de toute façon on n'arrivera jamais à faire condamner un policier. Et de toute façon, même s'il est condamné, à quoi il va être condamné, finalement? Et est-ce que ça sert vraiment à beaucoup de choses? Et ça décourage les gens. Puis après, il faut trouver l'avocat, aussi, qui est prêt à se mouiller. Hein, ça aussi, c'est une difficulté. Et puis, aussi à accepter l'aide juridictionnelle pour une plainte, parce que les gens n'ont pas forcément les moyens. Et l'aide juridictionnelle, c'est payé que dalle, donc oui, on va pas forcément se défoncer comme un malade, etc., etc. Et donc là, il y a aussi une grosse difficulté de ce côté-là. Il y a un vrai. Alors je parle pas des difficultés avec les juges, etc. Ce sera ta partie, mais voilà. Je dois dire, pour être très sincère, que ça tombe très bien, que sans le collectif autour de la famille Aliziri, je ne sais pas si je serais encore dans le dossier et si j'aurais encore le courage. Pour la petite histoire, ça fait 2 fois qu'on est devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. On vient de se faire bananer par un arrêt absolument dégueulasse qui dit que la police a utilisé la force strictement nécessaire, je vous le résume comme ça, et qu'il va falloir maintenant quelques années de bataille pour aller devant la Cour européenne des droits de l'homme, pour avoir une satisfaction, je dirais, de principe. Voilà. Et toutes les personnes victimes de violences n'ont pas un collectif Aliziri autour d'eux. Je dois le dire. Voilà. Merci Stéphane. Juste avant de passer la parole à Laurence, je voulais dire que c'est vrai qu'on a vu des situations de violence à différents moments, différents instants. Il y a beaucoup de situations possibles. Moi, il y a une question qui me taraude un tout petit peu, donc je sais pas si Laurence, tu auras l'occasion d'y répondre pendant ton intervention. C'est surtout de savoir finalement on a dit qu'il y a une définition très claire avec la question de la proportionnalité. Qui est-ce qui décide de ça? À quel moment est-ce qu'on décide de ça? Est-ce que effectivement ce sont les agents placés dans une certaine situation qui vont décider à un moment donné que l'usage de telle ou telle arme est proportionnel? Voilà. Enfin, c'est surtout de savoir est-ce qu'il y a déjà un code qui établit en avance qu'est-ce que c'est une force proportionnelle par rapport à une situation. Donc voilà, Laurence, si tu pouvais, au travers de ton intervention, qui reviendra sur les rares condamnations des forces de l'ordre, nous expliquer peut-être un tout petit peu aussi ça.